L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre émission du dimanche soir avec vos élus locaux sur Sensation. Ce soir, nous recevons François Morton, le maire de Guyancourt. L'hebdo politique. François Morton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Guyancourt, vous avez été élu, ou plutôt réélu le 28 juin dernier avec près de 52% des voix. Lors du précédent mandat, vous avez succédé à Marie-Christine Le Tarnay qui elle-même avait succédé à François Deligné. 3 maires en l'espace d'un mandat, c'est assez rare pour le souligner. Est-ce que vous nous faites la promesse ce soir que vous serez, vous, François Morton, maire jusqu'en 2026 ? Sauf aléa évidemment de la vie. Vous alliez dire ça, je vous ai interrompu. Évidemment. Mais normalement. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, sauf aléa de la vie, évidemment. Et alors j'ai d'autant plus de facilité à vous le dire, c'est que je l'ai dit depuis le début, oui. Ce mandat, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement réellement le vôtre, même si vous faisiez partie déjà de l'équipe majoritaire auparavant? Est-ce qu'on peut dire que le mandat 2020-2026, c'est le mandat marqué du sceau de François Morton? Très probablement, puisque c'est un mandat qui va suivre un programme. N'oublions jamais qu'il y a un programme sur lequel nous avons été élus, moi et l'équipe que j'anime et que je mène. Et donc c'est un programme que nous avons bâti ensemble et c'est effectivement le programme que nous allons mettre en œuvre durant les 6 ans à venir. Donc on peut dire ça, oui. On va parler de ce programme. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et les Guyancourtois qui nous écoutent, comment vous pourriez vous définir vous-même politiquement? On sait que historiquement... la ville de Guyancourt étant créée à gauche, notamment au sein du Parti Socialiste. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Alors, j'ai des valeurs, je suis un homme de valeurs. Ces valeurs, ce sont des valeurs de gauche, très clairement de gauche. Il y a eu énormément de candidats sans étiquette durant ces dernières élections. Oui. C'était à la mode. Voilà, j'ai toujours refusé cette appellation. J'ai mené une liste de gauche qui était estampillée divers gauche. Pour la simple raison, c'est que je n'adhère à aucun parti politique. Je suis dans la lignée effectivement de mes prédécesseurs qui avaient effectivement ces valeurs-là. Eux étaient au Parti Socialiste, je n'y suis pas. Nous avons très peu de colistiers qui adhèrent à des partis politiques. Il y en a en très grande minorité. Et c'est d'ailleurs très bien parce que je crois en la nécessité d'avoir des partis politiques. Il s'avère que je n'adhère à aucun parti politique. Ce qui veut dire que c'est la gauche plurielle, mais la vraie gauche, j'entends par là que ce n'est pas la gauche qui peut négocier avec le centre ou la droite. C'est une vraie gauche qui s'affirme telle qu'elle ? C'est une vraie gauche qui s'affirme telle qu'elle. Nous n'avons absolument pas négocié avec ce qu'on peut appeler le centre, vous avez raison, et notamment les nouvelles listes qui ont émergé à l'occasion de ces élections. Je pense notamment aux listes En Marche, qui se présentaient un petit peu de cette manière-là. C'était mon idée. Voilà, donc je vous rejoins totalement. Nous n'avons absolument pas négocié, même si je pense qu'eux l'auraient souhaité. Alors depuis votre mandat, vous ne manquez pas de travail, c'est le moins qu'on puisse dire, comme tous vos confrères finalement maires. Vous avez la crise du Covid-19 à gérer localement, mais la rentrée aussi, comment se déroulent ces premières semaines dans les écoles de la ville? Est-ce que des classes ont dû fermer dans votre commune, comme c'est le cas ailleurs, à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les Yvelines, notamment à Villepreux, ça a été le cas? Est-ce que vous aussi, vous avez dû fermer une classe? Alors votre table est en plexi ou en verre, je ne sais pas, donc je n'ai pas de bois à toucher. C'est du plexi, oui. Mais voilà. Donc je n'ai pas de bois à toucher. Pour l'instant, nous n'avons aucune fermeture de classe. Nous sommes évidemment très vigilants. La rentrée des élèves était importante. C'est notre deuxième rentrée sur cette année civile, puisque je vous rappelle qu'on a fait une première rentrée au mois de mai, au moment du déconfinement. J'avais à ce moment-là annoncé que la place d'un enfant était à l'école et je souhaitais rouvrir les écoles dès que possible, ce qui a été fait dès le 11 mai. Nous avions mis tout en œuvre pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, avec le matériel nécessaire, gel, circulation adaptée, etc. Finalement, ça a été un excellent entraînement le mois de mai pour pouvoir rentrer dans des bonnes conditions au mois de septembre. Et pour l'instant, la rentrée se passe très bien. Tout se passe bien. Comment ça se passe concrètement à l'intérieur? Quels sont le retour des enseignants, des personnes qui travaillent dans les établissements scolaires? Vous le disiez au mois de mai, mais au mois de mai, il y avait finalement très peu d'élèves qui allaient en cours. Là, je suppose que c'est 100% des élèves qui vont en cours. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est difficile de faire respecter les gestes barrières, les distances entre les enfants? Quels sont les retours que vous avez là-dessus? Alors, c'est évidemment compliqué au quotidien pour les équipes enseignantes notamment et les équipes périscolaires qui œuvrent dans les mêmes équipements. Mais une certaine habitude a été prise, encore une fois, en mai, juin, durant l'été aussi, parce que le périscolaire continue et nos personnels maintenant sont assez rodés à l'ensemble de ces mesures. On
On a adapté encore une fois toutes les entrées-sorties, par exemple, qui peuvent être des moments où il y a des regroupements, notamment de parents, alors sont faits sur plusieurs entrées. Là où habituellement il n'y avait qu'une entrée, par exemple, dans les écoles, il y en a maintenant 2 voire 3 dans certaines écoles. Alors c'est un peu contraignant pour les professionnels, les équipes enseignantes, mais c'est nécessaire parce que c'est la vigilance de tous. 3649 élèves à cette rentrée. Ouais, j'avais noté 3700, mes chiffres étaient donc justes. Comment vit-on ces moments en tant que maire? Déjà, on le sait, un mandat qui est assez dur. Vous êtes à portée de bout de bras et aussi des engueulades de vos concitoyens. Du fait de la crise, comment on le vit personnellement? Est-ce que c'est un moment aussi stressant? Est-ce qu'on arrive à couper parfois de ce stress qui est logique aussi en tant que premier magistrat de la ville? Alors, non seulement on y parvient, mais il le faut, c'est impératif. Voilà, être maire, vous êtes maire tout le temps, hein, vous êtes maire 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ça demande un équilibre au niveau familial, par exemple, d'être bien entouré aussi. Hein. C'est important de ne pas être seul et isolé. Et je ne le suis pas, ça tombe bien. Je suis entouré d'une équipe très motivée, une équipe totalement renouvelée, hein, puisque sur la liste que nous présentions, nous avions renouvelé environ 2/3 des colistiers. Donc, je suis entouré de beaucoup d'élus qui commencent leur premier mandat. Oui, il y a un renouvellement au sein du conseil municipal à Guyancourt. François Deligné, Marie-Christine Le Ternec n'y siègent plus. Ce qui veut dire qu'on a tourné une page, on rentre dans une nouvelle époque pour Guyancourt. Écoutez, on est dans la lignée, je suis dans la lignée, je ne renie absolument rien, je suis totalement dans la lignée de mes prédécesseurs, d'abord parce que j'ai fait un formidable mandat aux côtés de François Deligné d'abord, puis de Marie-Christine Le Ternec. Ils m'ont fait confiance, je partage les mêmes valeurs qu'eux, donc cette lignée elle existe. Maintenant l'époque change, qui aurait prédit il y a encore un an ce que nous allions vivre cette année, c'était impossible à prédire. J'ai vécu cette période de manière stressante, oui, je dois l'avouer, et notamment dans les premiers moments, voilà, où les situations inédites se succédaient. Mais encore une fois, j'étais très bien entouré, notamment par les agents publics, et je les remercierai jamais assez. Alors, les effets du Covid-19 pour les Guyancourtois, c'est l'annulation, par exemple, de la foire à la brocante. C'est une mesure très concrète pour eux. Est-ce que vous prévoyez, selon vos informations, d'autres annulations à venir? Est-ce que vous aurez d'autres communications à faire sur le sujet très rapidement? Pas dans l'immédiat. Alors, certains me reprochent même dès maintenant d'avoir annulé un peu tardivement. Dans le même temps, certains me reprochent d'avoir annulé tout court. Mais ça, c'est être maire, ouais. Hein, c'est normal. Si l'on veut comparer, par exemple, avec Association en Fête, qui était également une grosse manifestation, qui était la rentrée associative à Guyancourt, au tout début du mois de septembre, le premier week-end de septembre, qui accueillait également beaucoup de monde. Nous n'avons pas annulé Association en Fête. Le contexte n'était pas tout à fait le même aussi au niveau sanitaire. Je vous rappelle qu'on est quand même un département en rouge, hein, ça veut dire que ce virus il circule et on le sait. Et puis, Association en Fête, les gens vont dans les stands, devant les stands, discutent avec les gens. Si les masques sont bien respectés, le port du masque est respecté, le risque est quand même minime. Dans une brocante, vous allez toucher un certain nombre de choses, des vêtements, des sacs de vêtements, des objets, etc. Et le risque là, il était vraiment énorme. Donc, je n'ai pas voulu courir. Ce qui veut dire que vous regardez au cas par cas, selon les événements et puis aussi selon l'évolution sanitaire. Les dernières nouvelles ne sont pas très positives. Vous travaillez sur le sujet, j'imagine, avec vos équipes On travaille sur le sujet, on travaille bien évidemment avec l'agence régionale de santé, avec la préfecture, avec les collègues maires de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi. Hein. Nous discutons beaucoup sur ces affaires. Nous sommes confrontés aux mêmes problématiques. Mes collègues de Morpa ou Elancourt avaient également annulé leur brocante, leur vide-grenier. Donc on en discute, on essaye d'adapter, de trouver des solutions un peu harmonisées aussi. On y parvient pas mal et je pense que vous m'interrogerez tout à l'heure sur l'agglomération d'ailleurs. Pour parler du local encore et de Guyancourt, la batterie, la salle musicale de la ville, vient d'annoncer par ailleurs qu'elle se voyait dans l'obligation d'annuler une partie de sa programmation jusqu'à janvier prochain. Est-ce que vous êtes inquiet plus largement pour la vie culturelle de la commune? On connaît le schéma économique, la façon de fonctionner de ces salles, c'est moins de concerts, donc moins de rentrées financières et donc moins de possibilités aussi d'attirer ensuite des artistes. Est-ce que ça vous inquiète ça et comment vous pouvez les soutenir si vous avez les moyens de le faire?
Le monde culturel a souffert et continue de souffrir. Les réglementations sont un peu compliquées pour les salles de spectacle. Vous savez que seuls les concerts assis, dits assis, sont autorisés. Et la plupart d'où le maintien d'une partie de la programmation de la batterie. Exactement. Voire changer de lieu. Par exemple, il y a un concert, le concert de Rose ce week-end, qui était initialement prévu à la batterie, qui finalement aura lieu à la ferme de Belle-et-Bas. Voilà, on a ce genre de situation. C'est encore une fois de l'adaptation. Voilà. Ceci dit, le monde culturel souffre. On a beaucoup de salles de spectacle et de lieux de culture à Guyancourt. On en est d'ailleurs très fiers localement pour votre vie culturelle. On en est d'ailleurs très fiers et on est très fiers de pouvoir les maintenir, surtout malgré le contexte économique qui n'est pas toujours facile. Ça veut dire s'adapter. On se doit d'accompagner ce monde culturel. Je vous donne un petit scoop parce qu'il ne passera qu'en conseil municipal à la fin du mois de septembre. C'est par exemple des mesures de gratuité d'une carte d'abonnement. Voilà, je vais proposer au conseil municipal la gratuité des cartes d'abonnement qui sont valables à la fois à la ferme de Belle-et-Bas mais aussi à la batterie et qui permet ensuite d'avoir des spectacles à tarif réduit. Habituellement, cette carte, elle coûte 25 € au tarif plein. Je vais demander aux conseillers municipaux la gratuité de cette carte pour ensuite que les gens puissent avoir les tarifs réduits. Ce qui veut dire, incidence, c'est moins d'argent dans les caisses de la commune. C'est vrai. Conséquences par la suite, c'est absorbable tous les coûts, vous les estimiez à 1 million d'euros pour une ville comme la vôtre, selon votre conseil municipal du 16 juillet dernier, où vous avez présenté le budget. Est-ce que c'est absorbable pour une ville comme Guyancourt, et est-ce que finalement ça veut dire plus tard moins d'investissement, moins de services peut-être, ou certains tarifs en hausse? Vous sembliez dire à l'instant que non, mais il va y avoir des conséquences à un moment, concrètement. Vous avez raison, c'est-à-dire que l'exercice budgétaire, on sait qu'il va être compliqué pour l'année 2021, c'est évident. Maintenant, est-ce que ce sera absorbable? Ça devra l'être, évidemment, puisqu'on devra rendre des comptes à l'équilibre. Ça s'appelle des choix politiques, voilà. C'est-à-dire que nous n'allons pas supprimer de services aux habitants. On va probablement sur un jeu budgétaire, parce que tous les ans, nous avons notamment, alors je ne veux pas être rébarbatif pour vos auditeurs, mais au moment notamment du compte administratif, très souvent des excédents en fin d'année qui nous permettent assez facilement d'équilibrer les budgets. Eh bien écoutez, sur 2021-2022, ces excédents ils seront moindres, mais nous parviendrons bien évidemment à rééquilibrer, il n'y a pas de souci. Donc il n'y aura pas moins d'investissements les prochaines années, pas moins de services qui devront être décidés malheureusement? Alors il faudra être très vigilant, c'est de plus en plus compliqué l'exercice budgétaire. Vous savez que les dotations de l'État sont de moins en moins importantes. Nos partenariats aussi avec les autres collectivités locales, on parlait de la culture tout à l'heure. Vous savez probablement que pour la première fois cette année, nous n'avons plus aucun fonds de culture de Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, pour la ville de Guyancourt. Pour la première fois, nous sommes à 0. Voilà. Le conseil départemental se désengage aussi d'un certain nombre d'actions, la région également. Donc nous sommes de plus en plus seuls et paradoxalement, on a bien vu durant la période que les habitants se tournent vers la mairie. Le début de mandat a été marqué à Guyancourt, vous en avez fait pas mal la communication, notamment dans le magazine municipal, par le désir de faire vivre la démocratie locale. Vous avez Olivier Pareja qui est le maire adjoint délégué à la démocratie permanente. Alors pour le coup, ça aussi c'est original. Pourquoi utiliser ce mot permanente? On comprend l'idée, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que ça veut dire que pour chaque décision que vous voterez au conseil municipal, les habitants auront été associés, ou alors c'est trop de dire que pour chaque décision ils seront associés? Alors, d'abord, rien ne se cache. La démocratie permanente, oui, vous avez raison. Et lorsque j'en ai discuté avec Olivier Pareja pour trouver l'intitulé de sa délégation, moi-même, j'ai été surpris par sa proposition, mais elle m'a parlé, effectivement. C'est une proposition qui vient d'Olivier lui-même et qui m'a plu. Qui m'a plu parce qu'on n'est pas sur un coup, sur un one-shot. On est vraiment sur la permanence de cette démocratie. Et on a bien vu au niveau des élections, moi, je ne me cache rien. Je n'ai pas l'habitude de me cacher les choses. Et que, certes, vous l'avez dit, j'ai été élu au mois de juin, au deuxième tour au mois de juin, mais avec un taux de participation relativement faible, qui était vrai aussi au niveau national, mais qui l'était encore plus au niveau de Guyancourt. Un peu plus de 29%. Voilà, donc l'ordre de grandeur étant de 30%. C'est évidemment insuffisant et très largement insuffisant. L'idée étant d'avoir ce mandat, effectivement, pour redonner du lien démocratique avec les Guyancourtois. C'est la priorité absolue pour vous? Alors, il y a d'autres sujets, c'est toujours difficile de définir une priorité, mais est-ce que c'est
C'est l'une des priorités, plutôt. C'est l'une des priorités, vous avez raison, alors il y en a d'autres, hein. Effectivement, on pourra peut-être développer, mais c'en est une, encore une fois, pour la raison que je venais d'évoquer. Alors ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas de démocratie à Guyancourt, hein, c'est pas la question. Je donne quelques exemples. Hier soir, j'étais en réunion publique pour un aménagement. En vous quittant tout à l'heure, je vais retourner aussi à un autre aménagement, une autre réunion publique. Nous avons fait, durant le mandat dernier, 130 réunions publiques. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on touche effectivement des gens qui sont directement concernés, mais on ne touche pas ceux qui sont peut-être les plus éloignés de la chose publique. Et c'est vraiment ces personnes que nous souhaitons ramener dans ces girons-là. Et vous aurez plusieurs outils pour ça. Vous avez le conseil citoyen que vous allez lancer, les Facebook Live aussi, où les gens pourront vous interroger, il y aura une vraie interaction avec vous. Et puis aussi le groupe Action Projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et quels seront les pouvoirs des habitants dans ces groupes Action Projet ? Alors, je vais revenir sur les Facebook Live. Ils ont déjà commencé d'ailleurs, et notamment ils ont commencé durant la période Covid. Hein. C'est effectivement au moment du déconfinement que j'ai commencé, parce que je sentais qu'il manquait un outil de lien direct entre le maire. Alors, Allô Monsieur le maire existe le premier mercredi. Et puis il était difficile de se déplacer en plus. Absolument, donc c'était nécessaire, et donc je l'ai déjà expérimenté à ce moment-là, et nous avons fait le choix de continuer à le faire vivre maintenant d'une manière mensuelle. Le groupe Action Projet, ça aussi c'est assez nouveau. C'est la création de groupes de travail, hein, pour faire simple, avec une méthode assez particulière. D'abord, ce sont des groupes tripartites, dirons-nous. Ce sont des habitants volontaires pour venir travailler sur tel ou tel sujet, des élus, bien évidemment, et les services techniques de la ville. Il ne s'agit pas d'avoir une expertise d'usage simplement qui viendrait d'un habitant du quartier sur tel ou tel endroit. Non, les agents de la ville sont des professionnels, ils connaissent leur travail et c'est normal de les associer. On a décidé de le commencer tout de suite, parce que vous avez raison, il faut commencer tout de suite cet aspect de la démocratie permanente par un lieu. Alors ce lieu, il est au bout du Mail des Saules, au niveau de la maison de quartier Renoir, et c'était anciennement un bassin. Il y avait de l'eau, il y avait des pots de fleurs, et à un moment donné il y a eu des canards également, canards, animaux sauvages qui n'avaient pas grand chose à faire en plein milieu des bâtiments, et depuis maintenant quelques mois, presque un an, plus d'un an maintenant, il n'y a plus rien finalement, et donc c'est un lieu qui va nous permettre de terminer le quartier, puisque vous savez que le Mail des Saules a été totalement refait, et donc nous allons travailler sur ce lieu et demander aux habitants comment vous le voyez, ce lieu, mais on ne le rend pas, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Ces contraintes, elles sont techniques, elles sont d'usage, elles sont politiques, elles sont financières. Et tout ça, on va le mettre sur la table et on va travailler avec les habitants. Ce qui veut dire, François Morton, que les habitants ne vont pas arriver avec une page tout à fait blanche. C'est impossible, vous préférez être franc là-dessus. Absolument. Il y aura un cadre. Après, ils auront tout de même la possibilité d'être porteurs d'initiatives et de modifications et... C'est tout à fait ça, vous avez parfaitement résumé les choses. Il ne s'agit pas de les interroger sur quelque chose dont on sait immédiatement que c'est impossible. Ça n'a aucun sens, et au contraire, ça sera contre-productif, parce qu'encore une fois, on pourrait penser que les choses sont jouées d'avance. Donc la question n'est pas là, on commence à expliquer les contraintes, et je pense que ce mandat, si je dois le résumer, ce sera le mandat de la pédagogie. L'ancienne mandature, c'était, vous le disiez, 130 réunions publiques. Oui. Malheureusement, il y a eu 70% d'abstention. Est-ce que vous craignez pas que ça soit... très difficile d'attirer les gens malgré toutes vos bonnes volontés? Alors ça va être très difficile, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain nombre de dispositifs, on va maintenir ceux qui existaient et qui fonctionnent plutôt bien. Je pense aussi aux permanences des élus le samedi matin en maison de quartier sans rendez-vous par exemple, ce qui est un lien direct aussi avec nos administrés. On va les faire perdurer, on va en créer de nouveaux, et puis surtout moi ce que je crois et que je m'astreindrai à faire moi-même et tous mes collègues élus, c'est d'être en permanence sur le terrain. On a parlé de la démocratie locale, de la vie culturelle à Guyancourt. Quelle est votre autre ambition principale pour la ville de Guyancourt? Si dans 6 ans on devait retenir un projet de François Morton, quel serait-il au-delà des 2 sujets évoqués? Alors, un vrai projet qui me ferait plaisir, c'est qu'on augmente le taux de participation aux élections. Je le redis, donc c'est un lien évidemment, mais je vais quand même en donner un deuxième. Voilà, parce que c'est important. Alors on va avoir évidemment le début d'un aménagement conséquent, puisque vous savez que un nouveau quartier va émerger à Guyancourt. Ce sera le quartier dans lequel sera située la gare du métro du Grand Paris. Donc la ligne 18. La ligne 18. Qui est prévue l'arrivée pour 2030. Alors le métro en marche en 2030. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de contraintes. Jusqu'à présent, en tout cas.
Et ça devrait Parce pas bouger. qu'initialement, c'était prévu pour 2024 ? Alors pas tout à fait, c'est-à-dire que la première date était bien 2030, à un moment donné il a été discuté 2024 et finalement on est revenu à 2030, mais au départ c'était bien 2030. Et donc ce métro il arrivera en 2030, mais il ne s'agit pas d'avoir un métro seul, c'est un nouveau quartier, c'est 22 hectares, un peu plus même à aménager, en respectant les équilibres de Guyancourt, c'est-à-dire les équilibres entre espace vert et espace bâti, l'activité économique essentielle pour les raisons notamment que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il est important d'avoir des entreprises sur le territoire, parce que ces entreprises, elles payent des taxes et c'est bien ce qui permet d'avoir des services aux habitants. Donc, activité économique, service public bien évidemment, parce que des habitants vont arriver, il faudra probablement des écoles, des équipements sportifs, et tout ça c'est un vrai challenge pour un maire. Combien d'habitants aurez-vous en 2026 ? Vous misez sur une population de quelle taille ? Aujourd'hui on a un peu plus de 30 000 habitants. Non, un peu moins. Un peu moins. Plutôt 29 000. 29 000, Ouais. vous tablez sur combien avec le nouveau quartier qui va attirer du monde et de la population ? Alors c'est très difficile de vous répondre, non pas que je veuille esquiver la question, c'est que pour l'instant... C'est des sujets sensibles aussi. Alors, c'est évidemment des sujets sensibles, mais que pour l'instant, justement, le nombre de logements n'est pas totalement arrêté. Donc, ça serait un petit peu, maintenant, un ordre de grandeur. Effectivement, on pourrait imaginer aux alentours de 1500 logements. Après, vous faites une péréquation à 2, et quelques. Voilà, vous ajoutez. Et en même temps, il y a encore des phénomènes sur Guyancourt. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des familles qui habitent à Guyancourt et puis les enfants partent. Donc, vous avez aussi des habitants qui s'en vont. Donc, c'est très compliqué de vous dire exactement l'ordre de grandeur, très probablement qu'il permettra en tout cas de passer les 30 000. Pour évoquer cette ligne 18 qui va être le projet structurant pour la ville, pour l'agglomération et puis pour les Yvelines plus généralement de ces années à venir, avec aussi les Jeux Olympiques 2024. Oui. Est-ce que cette ligne est actée selon vous ? Est-ce que vous comptez dessus absolument, puisqu'il semble sortir parfois de quelques discussions que des lignes pourraient être repoussées encore dans le temps et pour certaines dans des parties annulées. Le calendrier a déjà été repoussé une première fois il y a plus de 2 ans. Est-ce que vous craignez que la ligne 18 qui finalement arrive en bout de chantier, c'est la dernière ligne, c'est celle de la Grande Couronne, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait passer à la trappe ? Alors, vous savez, il y a des événements politiques nationaux qui peuvent arriver, qui peuvent remettre des choses en question. Puis de l'argent aussi à chercher, à trouver. Voilà. Et c'est des coûts, c'est ce Grand Paris Express. Plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Absolument, c'est énormément d'argent, effectivement, mais pour de bonnes raisons aussi, d'aménagement et d'avoir une vision à long terme de l'aménagement de l'ensemble de notre territoire régional. Bien sûr, il peut se passer des choses. Maintenant, je travaille avec de nombreux partenaires, vous le savez, avec l'État, avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec la région, et pour l'instant, effectivement, personne n'est dans une perspective qui nous ferait dire que ce projet pourrait être abandonné. On va parler de Saint-Quentin-en-Yvelines pour terminer cette émission. Vous êtes le 9e vice-président en charge de la politique de la ville, santé et solidarité. C'est un vaste portefeuille pour vous. Même question, quelles sont vos ambitions pour les 6 prochaines années en la matière ? Alors, si vous pouviez les résumer, parce que je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus. Mais... J'ai bien compris. La politique de la ville, elle m'est chère. J'ai cette délégation vous également. Vous avez le pont du Routoir à Guyancourt. Voilà, le quartier prioritaire du pont du Routoir. C'est une délégation que j'ai en tant qu'élu municipal depuis 2014, voilà, donc que je connais bien. C'est une question que je connaissais bien aussi à titre professionnel auparavant. Et donc j'y tiens parce qu'effectivement, oui, il existe des quartiers dans notre agglomération qui méritent d'avoir un œil différent. Et donc c'est important et j'aurai effectivement cette vigilance. La santé, j'ai envie de dire que c'est évident. Elle m'est apparue évidente, notamment après la crise sanitaire que nous avons vécue, mais pas pour cette raison uniquement, c'est aussi une vigilance par rapport à une désertification médicale, par exemple. Alors, on n'en est pas là sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a des communes où il semblerait qu'il y ait des difficultés. Ça a été un sujet lors des élections municipales. Oui, c'est vrai. Favoriser l'installation de médecins à Guyancourt était un élément de mon programme sur lequel j'ai été élu, parce que c'est une réalité, il faut faire attention. Bon, c'est greffé là-dessus la crise sanitaire, bien évidemment. Et puis la solidarité, c'est l'ADN de Guyancourt. On a toujours eu cette valeur, et donc faire attention aux plus fragiles, c'est une évidence. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces volontés-là seront les parents pauvres un peu des prochaines politiques ? On sait qu'on est dans une agglomération très basée sur le développement économique. Il y a de moins en moins d'argent au sein des collectivités. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ce soit assez contradictoire les deux, qu'on ne puisse pas jouer sur tous les tableaux, soutenir les services publics, les quartiers les plus en difficulté, puis aussi relancer la machine économique ? Il faut de l'argent pour faire tout ça. Vous avez raison, il faut de l'argent, et le développement économique, c'est une question essentielle
essentiel. Mais pourquoi le développement économique? C'est évidemment pour les services aux habitants. On sera peut-être amené à être en désaccord avec le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça n'est absolument pas le cas pour l'instant. Je pense que ceux qui seraient tentés de négliger la santé en ce moment seraient probablement dans l'erreur, et très rapidement je pense qu'ils prendraient le boomerang en retour. Donc je pense qu'il faudra faire très attention à ça, et la question de la santé est centrale, et pour avoir commencé à travailler sur cette délégation, je peux vous dire qu'elle est totalement centrale. L'ambiance a été, on va terminer là-dessus, l'ambiance a été souvent tendue au sein du conseil communautaire entre majorité et opposition, pour résumer, entre droite et gauche. On semble rentrer dans un nouveau cycle. Est-ce que vous aussi vous le percevez comme ça? Fini les guéguerres, les guerres de tranchées qui empêchaient d'avancer sur certains projets qui étaient bons pour Saint-Quentin-en-Yvelines? Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Vous arrivez, vous, en tout cas, avec cette dynamique, parce que vos prédécesseurs étaient quand même tout de même assez durs sur le sujet, pour avoir vu plusieurs conseils communautaires. C'était pas les... Le contexte de 2014 et celui de 2020 est totalement différent. Voilà, les personnes sont effectivement différentes, vous l'avez dit. Le président de l'agglomération n'est pas le même non plus qu'en 2014. Donc c'était Michel Laugier en 2014, absolument. Aujourd'hui c'est Jean-Michel Fourgousse. Voilà, le contexte de basculement politique n'existe plus, puisque je fais partie d'une minorité, et je le sais, il n'y a aucun problème. On rappelle que jusqu'en 2014, l'agglomération était à gauche, elle a basculé en 2014 à droite, et elle l'est restée en 2020. Absolument. Et donc, ce que nous souhaitons, il semblerait que ce soit le cas du président Fourgousse également, c'est de travailler ensemble de la manière la plus apaisée possible. Maintenant, avec beaucoup de vigilance, parce que vous l'avez abordé aussi, on peut avoir des points de vue différents, et c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être... Et c'est bon pour le débat démocratique. Absolument, c'est essentiel. Merci François Morton d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire le maire réélu de Guyancourt et vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous. L'hebdo politique, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.